Merci Anne pour effectivement cette question laissée en suspens. Une question laissée en suspens qui permettra peut-être d'introduire une poursuite de la chronologie avec la communication donc, de Michele Lodone qui va élargir à la Renaissance la poursuite peut-être de cette résolution de l'identité donnée à cet empereur des derniers temps à travers effectivement non pas le catalogue, mais un aperçu, j'imagine, donc de cette multitude de prophéties messianiques qui parcourent particulièrement l'Italie de la Renaissance, dont on avait déjà eu un écho hier après-midi. Donc, Michele Lodone, donc, de l'Università dei Ca' Foscari de Venise. Il vient, il ne viendra pas, il est bel et bienvenu. Prophétie messianique et ville italienne, donc à la Renaissance. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, l'empereur des derniers temps, les rois de France très chrétiens, les chauves-souris ou l'étoile d'Occident, c'est-à-dire les rois d'Aragon, et les papes angéliques ou l'antipape, les deux témoins de l'Apocalypse, Élie et Enoch, etc. Donc, ces sujets messianiques, avec leurs différents usages, sont bien connus aux études sur les prophétismes européennes entre Moyen-Âge et époque moderne. Moins d'attention a été donnée à un autre sujet collectif plutôt qu'individuel et topographique, pour ainsi dire, ainsi que personnel, et qui cependant est très important dans plusieurs textes prophétiques, les villes, et les villes italiennes en particulier. Rome, ça va sans dire, mériterait un discours à part, en tant que centre global d'une religion, tout comme Jérusalem et la Mecque, ainsi que d'une idéologie impériale, une idéologie qui amènera Constantinople et Moscou à réclamer les titres des deuxième et troisième Rome. Dans mon intervention, je vais me concentrer sur les prophéties messianiques qui circulèrent au XVe et au XVIe siècle dans deux villes italiennes en particulier. Sans rien enlever à la louve des siens, au cheval sauvage d'Arezzo, à la vipère de Milan, etc., je me limiterai à parler du fleur de lis et du lion ailé, c'est-à-dire de Florence et de Venise. Pendant et depuis la préparation de ma thèse de doctorat, j'ai rencontré dans les bibliothèques italiennes 10 ans, mais aussi à la BNF à Paris, et à Londres. J'ai rencontré, je disais, 10 ans des textes prophétiques, chacun copié parfois dans dizaines de manuscrits. Et la grande majorité de ces textes, de ces manuscrits, n'a pas encore été étudiée, comme on l'a montré à propos de Télésphore aussi. Ma recherche est toujours en cours, mais une question s'impose tout de suite. Pourquoi commencer par Florence et Venise? J'essaierai de répondre. Florence et Venise à la Renaissance ont été parmi les principaux centres économiques, politiques et culturels de la péninsule. D'un côté, cette centralité et ce dynamisme ont encouragé la formation des mythes identitaires très forts, liés à une identité civique plutôt que nationale. De l'autre côté, dans les deux villes, le débat public a été caractérisé d'une certaine ouverture, sinon liberté, qui permettait à une pluralité d'acteurs d'y accéder pour adapter, défendre ou critiquer ces mythes civiques. Donc, une identité civique forte, ainsi que tissée des mythes, et une large participation au débat public, même si avec quelques différences sur lesquelles on reviendra. Ces deux éléments en particulier expliquent, selon moi, pourquoi à Florence, autant qu'à Venise, circula une multitude de prophéties politiques. Florence, en tant que ville élue ou damnée, magnanime avec les voisins et les soumis, à réveiller de son déclin, allié naturel de la couronne de France.
Venise, d'ailleurs, liée à Constantinople et à l'Empire byzantin, avec un rapport ambivalent, basculant entre peur et espoir dans la guerre contre les Turcs, patrie du pasteur Angélique qui aurait réformé l'Église. Avant d'aborder ces aspects messianiques qui animent les discours prophétiques à Florence et à Venise, nous devrions peut-être nous demander s'il faut parler d'un messianisme républicain. Un messianisme différent, bien sûr, de celui des grandes monarchies européennes ou de l'Empire, mais différent aussi de celui cultivé dans les seigneuries ou dans les cours italiennes de la même époque, par exemple à Mantoue ou à Ferrare. Pour le moment, nous ne pouvons pas répondre de façon définitive. Les prophéties des cours dans l'Italie de la Renaissance ont été bien étudiées par Gabriele Azzarri, mais il manque toujours une recherche sur les textes qui étaient transmis oralement, copiés ou imprimés dans et en dehors des cours. Pour ce qui concerne Florence et Venise, en fait, cette recherche a été commencée. Dans les sillages des observations de Marjorie Reeves sur les anthologies des prophéties, Roberto Rusconi a proposé une comparaison entre des collections prophétiques réalisées à Florence et à Venise. Les conclusions provisoires de Rusconi soulignent l'écart entre la large circulation des prophéties en langue vernaculaire parmi un lectorat laïque et appartenant à une classe moyenne à Florence, et la circulation des prophéties en latin d'un milieu ecclésiastique ou aristocratique à Venise. C'est une remarque valable. Mais avec des nuances. À Venise aussi, il y a des recueils de prophéties en langue vernaculaire, comme le manuscrit italien 924 de la Biblioteca Marciana di Venezia, avec textes de Tomasuccio de Foligno, Merlin, etc., en vernaculaire, ou l'italien 9363 de la même Biblioteca Marciana, autographe de Marine Sanudo, les célèbres chroniqueurs, avec des prophéties en vers et en vernaculaire. Mais à bien des égards, les prophéties vernaculaires, pour la plupart en vers, comme je dis, circulèrent à Venise surtout pendant les guerres d'Italie, depuis la fin du XVe siècle, lorsqu'à Florence, il y en a aussi dans les décennies précédentes. Ces décalages chronologiques, à mon avis, posent une question de méthode que j'essaierai d'expliquer bref. La chronologie prise en considération tourne autour d'événements clés qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, les tumultes des Ciompi à Florence et la défaite vénitienne d'Agnadello, ou des conjonctures communes qui, quoi qu'il en soit, ne sont pas perçues avec la même intensité. Par exemple, la chute de Constantinople, ou la campagne italienne de Charles VIII, ou la Réforme encore. D'autre part, il faut que la chronologie prenne en compte non seulement le décalage de l'histoire politique, mais celui aussi de l'histoire sociale et culturelle. La naissance de l'humanisme et la diffusion de l'imprimerie n'ont pas eu la même importance dans les deux villes. En outre, la comparaison des thèmes et des sujets messianiques ne peut pas ignorer les différents types de textes dans lesquels ils apparaissent et la particularité des manuscrits dans lesquels les textes sont copiés. Autrement dit, le but est proposer une histoire non seulement des idées ou des mentalités, mais des textes aussi, de leur matérialité, des milieux dans lesquels ils ont été produits et de leur réception. Je viens à Florence, donc. Cette attention philologique à la concrète production et réception des textes fait défaut aux remarques, à d'autres égards innovantes, de Donald Weinstein sur les mythes de Florence, dans son première monographie sur Savonarola du 1970, qui hier a été déjà mentionné.
Selon Weinstein, la tradition prophétique florentine n'est qu'une partie du mythe de la grandeur de la ville, conçue comme fille de Rome et comme centre de la Renaissance et du renouvellement de la chrétienté. L'historien américain a eu le grand mérite de soustraire Savonarola aux lectures apologétiques et polémiques et de contextualiser sa figure charismatique dans son temps et dans une société qu'il a reconnue comme telle. Mais on peut comprendre les mythes de Florence seulement à partir de l'histoire des textes dans lesquels il apparaît, et donc à partir de ses usages et de ses références concrètes. D'autre part, une perspective diachronique montre clairement la fluidité et même l'ambiguïté de ces mythes. Les mythes de Florence comme ville élue trouvent son couronnement avec Savonarola. Avec les prophètes de San Marco, les tribulations qui auraient frappé Florence auraient été la preuve de son élection divine. Une fois convertie à la Buona Vita, Florence serait devenue la nouvelle Jérusalem, liée à Dieu par une nouvelle alliance. Cette idée, à la suite de Savonarola, est répétée par ses disciples les plus extrémistes, comme Pietro Bernardino, le chef de la secte des Zouantes, et d'autres. Il s'agit cependant d'une perspective réconfortante seulement en apparence, parce que la ville élue et la ville damnée, la ville de Dieu et la ville du diable, sont deux faces de la même médaille. À la fin du 1513, dans l'église de Santa Croce à Florence, les frères franciscains Francesco da Montepulciano prêcha sur Matthieu 24, c'est-à-dire sur le discours eschatologique de Jésus sur la ruine du temple de Jérusalem. En faisant référence à l'Apocalypse, le prêcheur souligne que Jérusalem è appelée aussi Sodome. Legge nell'Apocalisse, dove Santo Giovanni la chiama Sodoma e Egitto, e Tamen, Gerusalemme non è la città di Sodoma e neanche l'Egitto, ma perché era simile alle vizi loro. E c'est qui cette Sodome sinon Florence, où le vice de la sodomie, le vizio della sodomia è si commun? La réputation de Florentine en tant que sodomite était ancienne et répandue, mais dans les discours de Francesco da Montepulciano, elle fait partie d'une perspective apocalyptique plus générale, selon laquelle la fin du monde est proche et Florence, pour ses innombrables péchés, est condamnée à la destruction totale. Les tendances à l'autodestruction, la manque des timordei, la prédominance des injustes sur le petit nombre de giusti sono due e non vi sono intesi. L'identification de Florence avec Sodome, donc, comme l'a montré Elisa Brilli, est essentielle à la posture prophétique de Dante aussi. Mais la comparaison entre Savonarola et Francesco da Montepulciano montre bien l'ambivalence des idées de damnation et d'élection. Sodome et Jérusalem sont deux faces de la même médaille. Dans la lecture prophétique et donc métahistorique de l'histoire de Florence, l'interprétation positive des tribulations comme preuve d'élection et l'interprétation négative des mêmes tribulations comme signe de la colère de Dieu sont séparées par une ligne très mince. Les mythes de Florence, donc. Mais quels étaient les objectifs et les références historiques de son usage prophétique? Je me limite à distinguer trois niveaux qui, évidemment, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Avant tout, la politique antérieure, et en particulier les gouvernements de la ville, comme dans le cas du poème Antichi amanti della buona e bella. Attribué à Niccolò Dauzzano, le leader du parti aristocrate et conservateur, ce texte fut divulgué en 1426 et représente en même temps une invective contre la gente nuova, les parvenus comme les Medici, qui étaient en train de prendre le contrôle du reggimento, et une exhortation à ceux qui aiment depuis longtemps la belle femme endormie à la réveiller, c'est-à-dire une exhortation aux nobles à rétablir l'ordre à Florence.
Inversement, ce sont les potenti les cibles d'un autre poème presque contemporain, Destati o fier leone al mio gran grido. Ce texte, en tant que prophétie de Santa Brigida, la prophétie de Sainte Brigide, est transmis par pas moins de 36 manuscrits auxquels s'ajoutent au moins 5 éditions imprimées. Il s'agit d'une œuvre pseudo-épigraphique. Elle ne prend pas sa source dans les révélations de Sainte Brigide de Suède, mais fut probablement composée par le poète Jacopo da Montepulciano, incarcéré au Stinche, la prison de Florence, pour avoir essayé de libérer sa ville natale, Montepulciano, de la domination florentine. C'est pourquoi, au-delà de la prédiction de la mort ou de l'exil des potenti, ces textes proposent une sorte de version non impérialiste du mythe de Florence, en insistant sur l'idée que la justice et la modération dans une république doivent prévaloir sur l'avidité des pouvoirs et que Florence aurait dû controller son expansion territoriale, ma ben convient che torni ai suoi confini, etc. Ainsi, nous sommes entrés dans le deuxième niveau de l'usage prophétique du mythe de Florence, le niveau régional, pour ainsi dire, dans lequel aussi il y a des opinions très différentes et même divergentes. Au milieu du XVIe siècle, par exemple, à Sienne, un auteur anonyme renverse Destati o fier leone dans une nouvelle prophétie en vers, attribuée encore une fois à Sainte Brigide, qui commence « Svegliati rupa ormai, e coi begigli d'oro darai grave martoro al fier leone ». Sienne, avec l'alliance de la France, peuvent vaincre contre Florence. Le troisième niveau est celui de la politique internationale. Et à cet égard, il y a un aspect macroscopique et de longue durée à souligner. L'alliance avec la France, à partir de l'affirmation du guelfisme florentin jusqu'à la position philo-impériale de Cosme Ier de Médicis, mais son fils Ferdinand Ier récupéra la tradition philo-française. Mais quand même, Florence fut très réceptive au messianisme politique français, comme le montre la prompte traduction des textes clés tels que le Vademecum in Tribulatione de Jean de Roctaillade, après la révolte des Ciompi, ou les Libellus de Telesphore de Cosenza, qui a été traduit à Florence pendant la première moitié du XVe siècle. Mais les liens entre les mythes de Florence et les mythes messianiques français, pour autant que je sache, est attesté seulement à partir du XVe siècle, quand on trouve l'image de l'heureuse domination des deux fleurs de lis, les grands et les petits, sur toute la chrétienté, d'un texte comme la lettre ou prophétie d'Antonio d'Arrieti du milieu du XVe siècle. C'est bien connu l'importance du messianisme français pour Savonarola, qui voit Charles VIII comme le nouveau Cyrus, destiné à réformer l'Église, et ses partisans qui parlent de l'unione dei gigli con i gigli. Encore une fois, cependant, il faut souligner l'ambivalence et la fragilité potentielle de ces mythes messianiques. L'espoir de Savonarola, bientôt, devant déception. Et dans un recueil contemporain des prophéties, on lit un sonnet qui déplore le fait que le Magno Rege Cristianissimo, Charles VIII, se soit montré un marrano assai sufficientissimo et se moque des faux espoirs des Florentins. E viene e non verrà, egli è pur venuto. Così non fosse mai di qui passato, e il popolo con gran festa l'ha aspettato, ora non vorrebbe averlo mai veduto. C'est surtout dans ce troisième niveau de la politique internationale, pour autant que je sache, qui se développent les discours messianiques vénitiens. À la différence de Florence, à Venise, la prophétie en tant qu'une des options envisageables du débat public ne s'occupe pas beaucoup du gouvernement de la ville et de la domination sur la terre ferme. Au moins au XVe siècle. Au XVIe, les choses changent beaucoup, mais
Entre-temps, il y a eu les guerres d'Italie et l'épanouissement de Venise comme l'un des principaux centres européens de l'art de l'imprimerie et d'autres choses encore. Les prophéties imprimées à Venise au XVIe siècle ont été assez étudiées, par exemple par Ottavia Niccoli, et aussi Rosa Salzberg et Massimo Rospocher. Mais ce que je voudrais souligner encore une fois est le décalage chronologique entre l'histoire politique et culturelle de Florence, qui a son apogée au XVe siècle, et de Venise, qui le trouve dans les siècles suivants. Dans les discours prophétiques vénitiens, donc, est surtout la politique internationale ce qui compte. Et à cet égard, si Florence s'adresse à la France, Venise se tourne vers l'Orient, vers Constantinople, avant tout, avec un mélange d'admiration et de crainte, de familiarité et de méfiance. Dans son dernier travail, publié à titre posthume en 1988 et intitulé Fine di Bisanzio e fine del mondo, Agostino Pertusi a montré comme, après la quatrième croisade, à Venise, circulèrent plusieurs prophéties visant à justifier comme partie d'un dessein providentiel les sacs de Constantinople du 1204. Les mêmes prophéties, des remaniements des oracula Leonis, des visiones Danielis et de l'Apocalypse du Pseudométhode, furent mises au jour au XVe siècle, en faisant référence à une deuxième chute de Constantinople, c'est-à-dire la conquête turque de la ville en 1453. Les Vénitiens cherchaient alors une explication de la catastrophe dans des prophéties anciennes, dûment remaniées, mais aussi dans des prophéties nouvelles. Dans une d'elles en particulier, l'ambiguïté du rôle attribué au sultan montre bien l'enchevêtrement des craintes et des espoirs qui caractérisent les attentes messianiques diffusées à cette époque à Venise. Il s'agit d'une prophétie latine en prose, bientôt traduite en italien, et qui compte aussi un remaniement à l'intérieur d'une fausse lettre attribuée au dernier roi chrétien de Jérusalem, et aussi une réécriture en vers qui commence « Sera il turco battezzato ». L'empereur turc sera baptisé. La première version fut composée presque certainement entre 1454 et 56 environ. Et entre ces protagonistes, il y a effectivement les sultans qui, après la conquête de Constantinople, visent à conquérir Rome. Les papes et les Vénitiens les vainquent dans une grande bataille navale, mais ils retournent avec une plus grande armée et cette fois ils gagnent grâce à l'aide aussi d'un empereur schismatique. Ils saccagent Rome, ils détruisent presque complètement Venise, sauvé par un saint homme qui convertit l'empereur turc. À ce point-là, les saints vénitiens est élu pape et réforme profondément l'Église en pauvreté, etc., comme tradition, lorsque le sultan converti devient empereur du monde entier. Et il gouverne avec justice. Les deux, bien entendu, aimeront e favoriseront Venise. Ameranno ambidue la signoria di Venezia sopra gli altri tutti i signori del mondo e dotaralli di grandissimi privilegi, surtout à l'égard du commerce, bien sûr. Dans cette prophétie remaniée, comme je l'ai dit au cours des années, il y aurait plusieurs aspects à considérer. Pour conclure, je me limite à en souligner deux. Avant tout, la réversibilité potentielle des figures messianiques, comme celle du sultan, qui dans cette trame digne d'une série télévisée, évolue beaucoup. Ensuite, les messies cachés, qui soudainement, au moment les plus difficiles, sauvent la ville et la chrétienté entière. Cette option messianique au XVIe siècle sera au cœur des attentes de la communauté d'artisans, disciples de Benedetto Corazzaro,
à Venise, la communauté condamnée par l'Inquisition, et le processus a été étudié par Carlo Ginzburg et après par Ottavio Niccoli. C'est une option bien différente c'est la civique commune, l'on a vu à Florence. Mais on se tromperait si l'on appelait tout court option vénitienne. Comme l'on a vu hier, la typologie ne marche pas toujours en histoire. Au milieu du XVIe siècle, avec Jacopo Brocardo et Guillaume Postel, et même au XVIIe siècle, dans l'œuvre de Jan Comenius, Venise, en tant que ville, la Venise triomphante, sera considérée la ville de Dieu, lieu de l'imminent retour du Christ. Dans les mêmes années, Cosme de Médicis écrasait les derniers disciples de Savonarola. La nouvelle Jérusalem, annoncée par les prophètes dominicains, était devenue désormais impossible à réaliser et même à penser en toscan. Merci de votre attention.